L'invitée suivante est une invitée. Elle relève un gros défi personnel pour écrire ton histoire ce soir. Donc je vous demande de la soutenir. Et on va commencer par un tonnerre d'applaudissements pour l'accueillir. Bonjour. Je teste le micro parce que j'ai jamais tenu un micro de ma vie. Donc voilà. Déjà, bonjour à tous et merci de votre accueil. Avant de commencer mon intervention, je voudrais faire une confidence. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est super dur pour moi, que j'ai jamais fait. Et si on m'avait dit qu'un jour je ferais une conférence devant des personnes qui me regardent comme ça, j'y aurais jamais cru. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça au début. Donc aujourd'hui, déjà je vais me présenter, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans et actuellement je suis en formation de sophro-coaching. Avant ça, j'ai fait une licence de psychologie et j'ai passé mon bac, un parcours assez classique, on va dire. Et aujourd'hui, si je viens vous parler, c'est pour partager mon expérience par rapport à la timidité, l'hypersensibilité et le regard des autres. Donc je vais vous décrire un petit peu, pour que vous voyez la situation, comment j'étais petite. Donc quand j'étais petite, j'étais vraiment très timide. Je ne pouvais pas dire bonjour aux gens, je rougissais tout le temps. Et sûrement là, peut-être, quand je suis en train de parler, je ne sais pas. Mais donc j'avais vraiment du mal à parler aux autres. Et un exercice que je faisais avec mon père, c'est que j'allais à la boulangerie et mon défi, c'était de dire bonjour et d'acheter du pain. Et ça, pour moi, c'était genre impossible. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est très simple, mais c'était pour moi vraiment impossible. Donc à l'école maternelle, j'étais déjà un peu à part, j'étais un peu isolée des autres, je m'isolais toute seule en fait. Et j'avais un gros décalage avec les autres. Et j'étais pas bien quoi. Ensuite au collège, c'était un petit peu pareil. Enfin, quand on m'interrogeait, j'avais vraiment du mal et j'arrivais pas à répondre en fait. Je devenais toute rouge ou alors même si j'avais la réponse, je disais que je savais pas, comme ça j'affrontais pas la situation on va dire. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'est arrivé au collège. C'est un jour où la professeure nous a montré des photos. On devait choisir une photographie. Et moi, j'adore la photo. Et j'ai choisi une photo du Nord, je crois qu'on dit une, je ne me rappelle jamais. Et je devais en fait faire un exposé là-dessus. Et donc, j'ai adoré faire ça. J'ai passé des heures à le préparer. C'était vraiment génial. J'ai passé des heures, j'ai adoré, j'étais trop contente. Sauf que le jour de l'oral, quand la professeure m'a demandé de passer, pour moi c'était impossible, ça me faisait tellement peur que j'ai menti et j'ai dit que j'avais rien fait. J'ai dit que j'avais pas travaillé, que voilà, j'avais rien fait. Et donc j'ai eu 0 et c'était le plus gros coefficient de l'année, donc j'étais pas très bien et un petit peu frustrée parce qu'en plus j'avais adoré faire ce sujet, donc voilà, c'était dommage. Ensuite, au lycée, c'était un petit peu pareil, dans le sens où j'avais du mal à dire bonjour aux autres. Quand j'arrivais le matin, par exemple, dire bonjour aux élèves de la classe, ça me paraît normal, mais pour moi, c'était hyper stressant. Donc, je restais un petit peu solo et puis je faisais des signes genre bonjour. et j'étais vraiment mal à l'aise avec les autres. Et ce qui s'est passé au final au lycée, c'est que avant de passer mon bac, je suis restée 3 mois chez moi et j'ai travaillé mon bac toute seule à la maison parce que j'étais vraiment pas bien en cours. Et au final, j'ai eu mon bac et je pense que je peux remercier mon proviseur de l'époque parce qu'il a compris que j'étais peut-être particulière et il m'a mis un avis favorable pour mon bac, donc ça m'a quand même beaucoup aidé à l'avoir parce que j'ai dû en rattrapage et tout. Donc voilà, j'ai eu mon bac. Et ensuite à la fac, là ça allait un peu mieux, désolée si je dis 1000 fois. À la fac ça allait un petit peu mieux, parce que j'étais plus indépendante, donc c'était plus fait pour moi. J'aimais pas trop qu'on me donne des ordres et avoir des choses à faire, des devoirs on va dire. Donc je faisais à mon rythme, et c'était plutôt pas mal. Mais j'étais quand même timide encore. Et ça m'amène à vous dire, vous parler de quels étaient les risques à rester dans cette situation.
quels étaient les risques à ne pas bouger. Et moi, ce qui m'est arrivé, et je pense qu'ils peuvent être des conséquences peut-être pour tout le monde, c'est que j'ai fait une phobie scolaire, j'ai eu des épisodes, on va dire, dépressifs, et j'avais beaucoup d'anxiété sociale, j'avais du mal à me rendre dans des lieux juste parce qu'il y avait des gens, donc ça devenait vraiment compliqué, et j'étais vraiment très seule du coup, parce que vous savez, plus vous vous isolez des autres, plus vous perdez en compétences sociales, et plus ça devient difficile d'aller vers les autres. Donc c'est un peu un cercle vicieux en fait. Et le problème dans ma timidité, c'était vraiment la peur du regard de l'autre. J'avais l'impression que les gens observaient mais faisaient des gestes tout le temps, alors que pas du tout, mais j'avais l'impression d'être comme espionnée en permanence en fait. Mais ça, c'était mon interprétation. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué comment j'étais timide. Et puis il y a quelque chose qui m'a fait un déclic un jour, c'est quand je suis tombée sur une vidéo YouTube sur l'hypersensibilité. D'ailleurs, on critique beaucoup les réseaux sociaux et je suis sûre, d'ailleurs, je suis totalement d'accord que ça me trouble, je pense. Mais moi, ce qui m'a aidée, c'est justement de ne plus me sentir seule en voyant qu'il y avait d'autres gens comme moi. Et donc, l'hypersensibilité, pour vous expliquer un petit peu de ce que moi j'en ai compris, c'est le fait de tout ressentir très très fort. La joie, la tristesse, tout en fait. Et les émotions des personnes en général, en tout cas qui ne sont pas hypersensibles, on va dire que c'est aussi un peu comme ça, c'est assez stable, on va dire, dans une journée. Alors que moi, c'était de la joie extrême, de l'euphorie, je rigolais pour rien. Ensuite, c'était la tristesse profonde, et je revenais un peu à la normale. Et ça pouvait arriver peut-être 10 fois dans une journée, par exemple, parce qu'on m'a dit une remarque qui m'a pas plu, et je partais dans un cheminement de pensée, genre on m'avait dit, je sais pas, ton t-shirt est moche, et moi ça partait genre t'es nul, t'as rien à faire sur la planète, par exemple. Voilà, c'est vraiment amplifié quoi. Donc c'était assez dur à suivre pour moi et pour les autres qui ne comprenaient pas mes réactions. Et un autre critère, on va dire, de l'hypersensibilité, c'est le fait d'être très empathique. C'est-à-dire qu'on est une vraie éponge émotionnelle. Et quand on est entouré de personnes, disons, négatives, même si j'aime pas trop ce mot, mais disons peut-être anxieuses, c'est comme si j'allais ressentir leur stress en fait. Et ça a des avantages aussi. Par exemple, si vous êtes dans une soirée, que tout se passe bien, ou même que, je sais pas, il y a de l'alcool, si je bois pas, c'est comme si j'étais bourrée sans boire en fait. C'est-à-dire que j'aspire vraiment l'état émotionnel des autres. Donc voilà, ça c'est un gros point. Après, des phrases qu'on peut souvent entendre quand on est hypersensible, c'est tu réfléchis trop, tu te prends vraiment trop la tête, oh t'es bizarre, t'es pas normal. Enfin ça c'est un truc que j'ai vraiment tout le temps entendu dans ma vie. Voilà, même si ma vie n'est pas encore finie, mais bref. Après au niveau des sens, c'est pareil, tout est exacerbé. Et par exemple, le bruit en cours, ça me dérangeait vraiment parce que c'est comme si j'entendais chaque voix de façon distincte. Et c'était un brouhaha que je ne pouvais pas me concentrer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai passé mon bac chez moi d'ailleurs. Et au niveau des lumières artificielles aussi, j'ai vraiment du mal, je suis super sensible. Donc quand je rentre dans un centre commercial, c'est genre insupportable. Et alors que là, justement, cette salle d'ailleurs est très bien parce qu'il n'y a aucune lumière artificielle, donc je suis super contente. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour vous parler de l'hypersensibilité. Et à force de creuser sur ce sujet-là, je suis arrivée sur le terme de haut potentiel. Alors le haut potentiel, c'est pas... Comment dire, quand on est haut potentiel, on n'est pas plus doué que les autres, on a juste une manière différente de réfléchir et on est forcément hypersensible. Par contre, un hypersensible n'est pas forcément haut potentiel. Alors je vais balayer un petit peu le sujet parce on pense, je vous ai dit, on pense différemment et on a une petite pensée qui va déclencher 10 pensées, qui va déclencher 10 autres pensées et parfois ça s'arrête plus et on est là mais oh là là, j'aimerais tellement arrêter de réfléchir. Enfin moi c'est quelque chose que je me suis dit tout le temps. Donc maintenant ça va un petit peu mieux mais ça a été assez compliqué. Et l'affectif, à l'école, l'affectif va vraiment jouer un rôle dans la réussite. C'est-à-dire que si j'avais un professeur que j'aimais bien, qui m'encourageait, j'allais facilement passer de 8 de moyenne à 12 de moyenne. Par contre, si c'était un professeur pas du tout encourageant,
bah là je restais et j'avais aucune volonté, j'étais au fond de la classe, je faisais rien. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'heures de colle et que j'étais quasiment jamais là en fait. Mais quand j'étais motivée, bah là j'y allais à fond. Donc voilà, vraiment du mal avec l'autorité. Et parce que je considérais qu'on était d'égal à égal et c'est pas quelque chose que je retrouvais dans l'école avec les professeurs. On a aussi quand on est au potentiel, on a aussi des questions existentielles très jeunes. Moi, je me demandais déjà, peut-être à 4-5 ans, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Enfin, je me posais des questions et je ne me retrouvais pas du tout avec les gens de mon âge, ne se posaient pas ces questions-là en fait. Ce qui fait que je restais beaucoup avec des personnes plus âgées que moi et qu'à table, quand il y avait des repas de famille, moi j'étais avec les, entre guillemets, vieux. Et puis voilà, je m'ennuyais un petit peu avec les enfants de mon âge, on va dire. Et un autre critère, parce qu'il y en a énormément, mais je ne vais pas tout vous faire non plus, c'est vraiment le perfectionnisme. Ce qui m'a posé d'ailleurs problème pour cette conférence, parce que j'ai mis tellement longtemps à me lancer et à écrire, parce que je voulais que ça soit parfait. C'est vraiment le fait de vouloir tout faire parfaitement. Et on a l'impression d'être nul alors qu'on se donne à fond en fait. Et ce que je faisais, c'est que soit je me lançais pas et du coup je procrastinais parce que j'attendais que ça soit parfait, soit je travaille, mais genre je travaille 8 heures d'affilée et je fais peut-être une pause. Donc c'est vraiment tout ou rien. Et ce tout ou rien, c'est un peu pareil pour les émotions en fait. Et ça a fait que, comment dire, que je me suis... En fait, comment expliquer? J'étais intéressée par énormément de domaines et du coup j'explorais à fond un domaine, puis une fois que j'avais fait un peu le tour, je passais à un autre domaine et du coup je me lassais super vite. Et par exemple je fais de la photographie, je fais de la musique, je fais plusieurs instruments, je fais du skate, du surf, enfin j'essaye tout, mais je suis un petit peu moyenne dans tout en fait, c'est ça. Donc ça a été assez compliqué comment dire, quand on veut choisir une voie professionnelle, c'est assez complexe parce que j'ai l'impression de me limiter à quelque chose tout le temps en fait. Et donc les gens me disaient, t'adores parler de nutrition, fais nutritionniste, t'adores le piano, fais pianiste, t'adores ceci, fais ceci. Sauf qu'en fait j'adorais tout, donc c'était vraiment compliqué pour moi de choisir. Et d'ailleurs j'ai toujours pas vraiment choisi en fait. Donc aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Comment j'ai fait avec ça? Déjà, le fait d'avoir mis les mots sur ce que c'était d'être au potentiel hypersensible, je me suis sentie moins seule. Je me suis rendu compte que j'étais pas bizarre, qu'il y avait d'autres gens comme moi. Donc déjà, ça m'a fait du bien. Et ce que j'ai mis en œuvre pour être moins timide, je dirais pas qu'il y a eu vraiment un déclic d'un coup, mais c'est plutôt que je me suis fixé des petits objectifs et que je me suis mis de plus en plus dans des situations inconfortables pour qu'elles deviennent confortables, on va dire. Par exemple, quand j'étais, je sais plus quel âge j'avais, mais avant 18 ans, ou à 18 ans, je sais plus, j'ai fait, comment on dit? Quand on prend les commandes au téléphone, là, à Domino's Pizza, et du coup, j'étais obligée de répondre tout le temps Domino's Pizza, bonjour, Margot à votre écoute. Donc c'était vraiment, j'étais obligée de parler aux gens en fait. Il y a les gens aussi qui venaient se plaindre de leur pizza, donc j'étais obligée de parler avec les autres. Donc ça m'a un petit peu forcée à aller vers les autres. Donc voilà, je me suis vraiment mis des petits défis comme ça, où comme aujourd'hui, je vais dire bonjour à 3 personnes dans la journée, ou je vais sourire à 3 personnes dans la journée. Pour moi, c'était un truc fou en fait. Voilà. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le sport. Parce que je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais que quand j'étais au collège, on se moquait pas mal de moi, vu que j'étais un peu différente, que je parlais pas trop, etc. Et personne ne me voulait dans son équipe en sport. J'étais genre la fille, personne la veut, tu vois. Donc je savais pas quoi faire et je pensais que j'étais complètement nulle en sport. Ce qui n'était pas vrai, puisque je me suis mis au sport, je sais pas, il y a peut-être 4 ans maintenant, je dirais. J'ai commencé chez moi, à la maison, puis en salle, puis j'ai fait des compétitions de force athlétique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais forte et que ça me rendait forte. Je me sentais forte en étant bien dans mon corps. Ça m'aidait à être bien dans ma tête, voilà. Et en plus de ça, quand vous allez en salle, les gens vous parlent, même si c'est juste pour échanger de machine ou je sais pas, mais les gens ils viennent vous parler.
Donc vous rencontrez des personnes. Dans l'escalade, c'est pareil, j'ai fait de l'escalade et il y a un vrai esprit d'équipe. Donc quand vous n'y arrivez pas ou je sais pas, les gens viennent vous donner des conseils. Donc vous créez des amitiés, donc ce qui m'a fait aller encore plus vers les autres. Aussi, je me suis mis à me faire des défis pour combattre mes peurs en fait. À partir de là, j'étais rentrée dans une dynamique comme ça. Et j'avais très très peur des vagues, très peur des poissons, mais vraiment un truc de fou, comment j'ai peur des poissons. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais apprendre à surfer. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai adoré, vraiment c'est une sensation de liberté géniale. Et je crois que c'était au début de l'année, j'ai failli me noyer. Donc voilà, j'ai eu un petit peu peur, mais j'y suis retournée récemment, toujours pas à pas. Au début avec la combi, sans la combi, avec la planche, sans la planche, bref. Et vraiment en faisant pas à pas, j'ai pu y retourner et maintenant je fais du surf. Voilà, après, bon, je vais pas tout vous dire en détail, ça serait trop long, mais comme Hugo, j'ai voyagé pendant ma licence, donc j'étais censée être en 3e année, mais j'étais au Canada en fait. Et j'ai passé 1 mois et demi là-bas, avec une amie, en sac à dos, donc on dormait en auberge, en tente, c'était vraiment l'aventure, on va dire. Et quand j'étais là-bas, il fallait que je parle aux autres, et en plus en anglais. Donc ça m'a fait un peu peur, mais c'est ce que j'ai fait, et ça m'a encore plus renforcé la confiance en moi, j'ai pu plus parler aux autres. Donc ça m'a aidé. Une autre chose qui m'a fait un déclic, c'est la photographie, parce que je vous ai dit que j'ai toujours adoré la photo. Et je prenais mes amis en photo, puis au bout d'un moment je me suis dit, mais pourquoi je ne prends pas en photo des inconnus en fait? Et j'avais juste peur. Et je me suis mis à le faire, et je me suis rendu compte à ce moment-là que quand je prenais des gens en photo, déjà ils avaient autant de peur que moi, ils se trouvent tous moches et tout. Donc voilà, je me suis rendu compte que tout le monde avait peur. Et puis surtout, pour une fois, je m'intéressais vraiment à l'autre, je ne m'intéressais pas que à moi, parce que quand on est timide, on a tellement l'impression d'être espionné qu'on pense que à soi en fait. Enfin, on est focus sur ce qu'on ressent quoi. Et là, je m'intéressais vraiment à l'autre, je devais créer le contact, mettre en valeur la personne, bref, plein de choses. Donc ça m'a pas mal aidé. Et là, récemment, j'ai fait des photos pour un boxeur. Et j'étais en bas du ring avec mon appareil photo. Et à côté de moi, il y avait, à ma gauche, il y avait des gradins, à ma droite des gradins, derrière moi des gradins, et en face des gradins. Bon, en gros, tout le monde me voyait, j'étais au milieu. Et c'était moi, là, comme ça, genre en bas, en train de prendre des photos. Et j'ai mis longtemps à y aller, mais pareil, ça m'a challengée. Et maintenant, j'y retournerai avec plaisir. Donc voilà, et dans la photo, ce qui m'a étonnée, c'est que ce qui plaisait aux gens, au final, c'était ma personnalité. Ils aimaient bien le fait que je sois un peu timide, le fait que je sois perfectionniste, parce que dans mes séances photo, je cherche vraiment la perfection, peut-être un peu trop. Et ça a plu aux gens, alors je me suis dit, pourquoi essayer d'être autrement, puisqu'il y a des gens qui m'acceptent quand je suis comme ça. Donc ça m'a fait aussi un déclic. Après, pour l'hypersensibilité, je me suis rendu compte que c'était ok de ressentir des émotions, que c'était ok si je pleurais au cinéma, que c'était ok si je voyais les infos et j'étais en larmes, parce que moi ça me touche comme si c'était moi. J'ai l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules par moment, et j'ai envie de sauver le monde entier, sauf que c'est pas possible. Donc j'essaye de le faire à mon échelle et de partager ça. Après, quelque chose que j'ai fait pour être moins timide aussi, c'est que j'ai partagé mon vécu, disons, sur Instagram, sur un blog, et j'ai créé une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur l'hypersensibilité, que j'ai mis longtemps à tourner parce que j'étais jamais satisfaite et que j'avais peur. Et au final, aujourd'hui, elle est environ à 5000 vues, c'est peut-être pas énorme, mais moi ça me paraît complètement fou, parce que j'aurais jamais cru que ce serait possible en fait. Et j'ai eu des très bons retours, donc ça m'a vraiment étonnée. Et toutes ces petites étapes, ça m'a vraiment aidée. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes ces petites actions, il ne faut pas les arrêter trop longtemps. Parce que, je vous dis ça parce que par exemple, dans ma formation, on a des Skype où on fait des jeux de rôle. Donc moi, je fais semblant d'être le coach, et il y a quelqu'un qui fait semblant d'être le client, et à chaque fois, je ne connais pas cette personne. Donc ça me fait rencontrer des inconnus, et au début, j'étais vraiment en sueur totale avant le Skype. Maintenant, ça va. Par contre, quand j'arrêtais un petit temps, je recommençais à avoir peur.
Parce que le cerveau, je pense qu'il est très attaché à ses habitudes et il préfère reproduire un comportement qu'il connaît déjà, comme en l'occurrence fuir ou des comportements de timidité, que faire le choix conscient de battre sa peur, on va dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et par rapport à ça, je me suis rendu compte du coup qu'on avait tous notre réalité, qu'il n'y avait pas vraiment une seule réalité. Parce que quand je vous parlais du cerveau avec ses habitudes, c'est par rapport à notre vécu aussi, notre histoire, etc. Et ça m'a fait me demander, est-ce que ma perception du monde m'aide à grandir ou pas? Et parce que cette perception du monde a dépendé de mon histoire, comme vous, de mes croyances, de mes peurs. Et j'aime bien ramener ça par rapport à la photographie, parce que quand je fais des photos, par moment, la scène que je vois, elle me plaît pas. Et donc je fais quelques pas et je change de point de vue. Et là, je trouve que c'est idéal. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire maintenant, changer de point de vue. Et je pense que c'est essentiel parce que parfois la solution ne se trouve pas forcément très loin. Voilà, donc je vous ai expliqué un peu comment j'étais, quand j'étais timide, l'hypersensibilité, etc. Maintenant, en conclusion, je pense que je dirais 4 conseils, même si je pense que ça marche, enfin en tout cas c'est ce qui a marché pour moi. Le premier, ça serait de faire des petits pas, parce que quand vous vous fixez un trop gros objectif, vous vous découragez et ça paraît vraiment impossible après de recommencer. Par exemple, la petite fille vraiment très très timide que j'étais avant, si elle s'était retrouvée là, ça n'aurait pas été possible. Vous n'auriez pas Margot, vous auriez une flaque d'eau par terre, ça aurait été impossible. Et alors qu'en se fixant des petits objectifs, comme moi c'était de dire bonjour à la boulangère, j'ai emmagasiné des succès, on va dire, et ça m'a donné confiance. Voilà, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on prend un objectif qui est trop gros, qui paraît impossible à la personne, et on le découpe en plus petit, et ça paraît beaucoup plus simple. Et au final, on y arrive. Ensuite, ce que je conseillerais en 2, ce serait d'avoir différentes expériences, que ça soit au niveau du sport, du travail, etc. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est toujours utile. Par exemple, moi en ce moment, je garde des enfants. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, je devais le dire, mais c'est pas grave. Je garde des enfants pour financer ma formation. Et je me rends compte que j'adore ça, que les enfants, je les trouve... c'est trop intéressant, quoi. Et qu'il y a vraiment une relation d'égal à égal. Et c'est peut-être ce que je voudrais faire dans le coaching plus tard. Et ça, si j'avais pas gardé des enfants cette année, je le saurais pas. Donc je pense que ça compte, toute expérience compte. Après, en 3e conseil, ce que je dirais, c'est d'élargir son cercle d'amis. Par exemple, moi je connais des personnes de Instagram d'ailleurs, qui sont devenues mes vrais amis, des personnes à la musculation, des personnes à l'escalade, ou des personnes dans le voyage, et ça nous fait voir d'autres points de vue aussi, ça ouvre notre esprit. Donc ça, je pense que c'est important. Et en 4, ça c'est un peu le plus dur je trouve, mais ce serait vraiment de rester soi-même. Parce que quand on reste soi-même, on attire vraiment les bonnes personnes. On a aussi les personnes qui nous découragent, qui s'en vont. Et pour rester soi-même, il faut aussi accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et oser s'affirmer, oser dire non, oser dire son avis quand on n'est pas d'accord. Et donc voilà, ça m'amène à vous dire que voilà, moi j'ai senti toujours ma différence, j'ai toujours eu un décalage avec les autres, et au final, ces différences-là, j'ai envie de les garder aujourd'hui, parce que de toute façon, j'ai pas vraiment le choix que d'être moi, je vais pas devenir une autre personne, ce serait pas possible. Je pense que c'était un sacré challenge pour toi que tu as relevé avec Toyo. Donc bravo aussi.